Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Merci de votre fidélité. Bonsoir camarades. Bonsoir Elisabeth. Lumineux camarades. L'actualité internationale, c'est le chaos au Mali après l'offensive djihadiste de dimanche. La junte militaire qui avait pris le pouvoir en 2020 est menacée par une alliance entre djihadistes d'Al-Qaïda et indépendantistes Touareg. Les miliciens russes d'Africa Corps, censés épauler la junte, se sont laissés désarmer par les rebelles. Le chaos menace, mais le Premier ministre malien se veut rassurant. J'invite la population à ne pas céder à la panique. Quels étaient l'objectif de ce groupe terroriste? S'aimer la peur et le doute. Nous n'avons pas peur, nous ne douterons jamais. Le Mali pourrait-il tomber aux mains des djihadistes? Avec quelles conséquences régionales? On en débattra ce soir. Et puis on vous retrouvera à la fin de l'émission, Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Vous cavalez vite, là, je crois. On va essayer, Elisabeth. Ouais. Moins de 2 heures. Le Kényan Sébastien Saoué a réussi à courir le marathon de Londres. C'était ce week-end en moins de 2 heures. C'est absolument historique. Nous allons faire le point sur l'histoire du marathon. Évidemment, pas le point de côté. Oui. Et vous mettez combien? 8 heures, 8-9 heures? Au minimum. Facile. Et vous, Marie? Rien à voir. Faut-il stériliser les goélands? C'est un débat en cours en ce moment dans certaines villes côtières françaises. Je vous donne les pour et les contre. S'il vous plaît, à tout à l'heure. Et pour commencer, une question. Les antivax sont-ils piqués? Comment peuvent-ils faire confiance à des propagandistes paranoïaques non scientifiques alors qu'en 50 ans, 154 millions de vies ont été sauvées par les vaccins dans le monde? Un chiffre de l'Institut Pasteur qui s'y connaît. À l'occasion de la Semaine européenne de la vaccination, on reçoit Jean-Daniel Lelièvre, grand professeur en immunologie, mobilisé contre la désinformation sur les vaccins. On le retrouve tout de suite. Jean-Daniel Lelièvre, bonsoir. Bonsoir. Je présente Alain Ndiaye et Benjamin Sportouche, tous deux vaccinés des pieds à la tête, évidemment. C'est la Semaine européenne de la vaccination. Jean-Daniel Lelièvre, comment on se situe, nous, par rapport à nos voisins européens, en termes d'adhésion vaccinale ? Historiquement, on n'est pas les premiers de la classe. Pendant très longtemps, oui, on a été plutôt parmi les vaccinosceptiques. Il y avait un grand professeur, une dame à Londres qui avait fait la carte du monde et d'Europe. Et on était parmi les plus mauvais élèves. Très bien. Zut alors. Eh bien, on en parle un peu plus en profondeur avec vous après votre profil idéal réalisé par Gaël Legras. Jean-Daniel Lelièvre, vous êtes praticien hospitalier en immunologie à la faculté de médecine de Créteil et directeur de la recherche clinique au sein du Vaccine Research Institute. Dans une tribune publiée hier par le quotidien Le Parisien aujourd'hui en France, près de 300 personnalités s'inquiètent de l'émergence des discours anti-vax. Pour mesurer l'importance du danger que représentent ce qu'ils appellent ces idéologies qui manipulent les peurs, vous avez le profil idéal. D'après Santé publique France, 80% des Français se disent favorables à la vaccination. Mais en 3 ans, la proportion de ceux qui se disent très favorables est passée de 37,3 à 24,8%. La méfiance liée au vaccin n'est pas nouvelle, mais aujourd'hui elle se déploie en masse sur les réseaux sociaux. Exemple parmi d'autres, la semaine dernière, le leader du parti Les Patriotes, Florian Philippot, plus de 516 000 abonnés sur X, écrivait « Le professeur Raoult se lâche. Les vaccins ARNM provoquent des cancers. » Sur le même réseau, la présidente d'une association US qui revendique de protéger la santé des enfants multiplie les posts anti-vax et relaie ses interventions dans les médias. Vaccines cause autism, they cause ADHD, they cause allergies, they cause seizures, they cause autoimmune disorders, and it's just time we have to deal with reality. Dans la tribune du Parisien, les scientifiques s'inquiètent. Nous assistons, sidérés, à la remise en cause de ce que la science a de plus solidement établi. Toujours aux États-Unis, cette remise en cause est désormais incarnée par le secrétaire d'État à la santé anti-vax Robert Kennedy Jr. En mars dernier, alors qu'une épidémie de rougeole sévissait au Texas, il a préconisé l'utilisation de stéroïdes et de cod liver oil, which has high concentrations of vitamin A and vitamin D. Les signataires de la tribune rappellent que la vaccination sauve une vie toutes les 8 secondes. De votre côté, vous précisez, en se vaccinant, on protège aussi les plus fragiles comme les personnes âgées.
Jean-Daniel Lelèvre, vous n'avez pas signé la tribune publiée par le quotidien Le Parisien, mais vous souscrivez pleinement à ce qu'elle dit, lutte contre la désinformation. Elle a été portée par l'Institut Pasteur, qui sait de quoi il s'agit. On rappelle quand même que c'est Louis Pasteur qui avait inventé... qui a inventé le terme vaccination. Jenner avait mis au point le vaccin contre la variole, mais c'est véritablement Louis Pasteur qui a inventé la vaccination. Et le vaccin contre la rage, le vaccin antirabique. Se vacciner, c'est un acte de précaution individuelle, mais aussi c'est un acte de responsabilité collective. Vous tenez vraiment à ça? Oui, c'est important. En se vaccinant, on va se protéger, mais on va également protéger les autres. Et il faut comprendre que paradoxalement, les gens qui ont le plus besoin de la vaccination sont les personnes chez qui la vaccination fonctionne le moins bien. Ouais. Les sujets âgés, les sujets immunodéprimés. Et c'est parce que les autres aussi sont vaccinés, font cette espèce de chape qui les empêche d'être vaccinés, qu'ils seront protégés. C'est particulièrement important pour un vaccin dont on va peut-être parler, qui est le vaccin contre la rougeole, parce qu'on voit la baisse de la vaccination contre la rougeole et ça peut avoir des conséquences absolument gravissimes dans ces populations. Ouais. Avant de parler du vaccin contre la rougeole, est-ce que vous diriez qu'il y a un avant et un après Covid dans cette pulsion, la montée de l'anti-vax? On vient de revoir là, le professeur Raoult, qui effectivement, au moment du Covid, déjà évoquait les vaccins ARN messagers en disant à cause de ça, on attrape le cancer. Il y a eu quelque chose qui s'est cristallisé en 2020? Il y a beaucoup de choses qui sont cristallisées en 2020. Il y a l'épidémie évidemment de Covid, mais il y avait tout un tas d'autres choses. Il y a la diffusion de l'information par les réseaux sociaux qui a complètement changé. On est ici à la télévision, mais l'importance des réseaux sociaux maintenant est très importante. Et puis il y a eu des signaux, je dirais, très négatifs à mon sens, pendant la Covid-19, c'est qu'on n'a pas fait assez preuve de pédagogie. C'est-à-dire qu'on a un peu forcé les gens à se vacciner sans leur expliquer pourquoi ils devaient être vaccinés. Et les vaccins, c'est comme tout. Il y a des bons côtés, puis il y avoir des mauvais côtés. Il faut expliquer aux gens. Les gens sont avides de savoir d'information et on leur a dit vaccinez-vous, de toute façon ça va être bien pour vous. Les signataires de la tribune en appellent aux professionnels de santé pour continuer, je cite, à porter la parole de la science. Est-ce que vous, personnellement, vous sentez que certains d'entre eux vacillent, certains professionnels de santé vacillent et ne portent plus cette parole de la vaccination? Alors, c'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un rapport très récemment en France sur l'infodémie et on a mis en avant la nécessité que les professionnels du soin soient mieux formés à la vaccination, comme à tout un tas d'autres thématiques scientifiques, et soient à même de communiquer aussi plus largement au grand public. Parce que c'est important que des gens comme moi, qui sommes experts, qui sommes grands professeurs, entre guillemets, communiquent, mais c'est important aussi que des médecins généralistes, des médecins traitants soient à même de transmettre des informations claires, détaillées. C'est pas toujours simple. Le vaccin, ça a l'air d'être quelque chose d'extrêmement simple, c'est quelque chose d'assez complexe et il faut former les gens. Alors, vous vouliez évoquer la rougeole, vous allez en parler, mais Anna, vous nous expliquez, avant de parler du vaccin contre la rougeole, que sur le continent américain, il y a une épidémie de rougeole qui inquiète au moment, enfin à quelques semaines, du début de la Coupe du Monde de football. Oui, car depuis 2025, les cas de rougeole ont été multipliés par 32 en Amérique du Nord, au Mexique et au Guatemala notamment, alors même que cette maladie qui est très contagieuse et mortelle avait été éradiquée dans ces pays depuis plusieurs dizaines d'années. La rougeole, je le rappelle, et vous me direz si c'est bien le cas, provoque de la fièvre, des difficultés respiratoires, des éruptions cutanées. Et en cas de complications graves, elle peut entraîner des pneumonies et des inflammations du cerveau. De quoi inquiéter les autorités sanitaires américaines qui craignent le développement de clusters lors de la Coupe du Monde qui va se tenir au mois de juin, à partir du 11 juin au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Et donc, les médecins recommandent très fortement de se vacciner, de se faire vacciner en amont de l'événement. Alors vous, comment est-ce que vous expliquez le retour de cette maladie? Est-ce que ça s'explique notamment par des discours vaccinosceptiques? Oui, très clairement, c'est la raison pour laquelle on voit réapparaître cette maladie, c'est la diminution de la couverture vaccinale aux États-Unis et l'administration et la politique de l'administration Trump. C'est très particulier avec la rougeole, comme vous l'avez dit, elle a été considérée comme éradiquée. Ouais. Moi, je fais partie du commission d'éradication de la rougeole en France, et y compris en France, on a été proche de l'éradiquer.
Tout à l'heure, on a dit que 80% de la population était favorable au vaccin. Il faut savoir que pour la rougeole, on a besoin que 95% de la population soit couverte par la vaccination. Pourquoi ? Parce que c'est une maladie extrêmement transmissible. Quand vous êtes infecté et que vous êtes dans une pièce avec des gens qui ne sont pas vaccinés, vous êtes capable de transmettre ça à 15 personnes d'un seul coup. Donc c'est un vrai problème. Et pour vous donner aussi un autre ordre d'idée, on estime que c'est 95 millions de morts qui ont été sauvés, qui ont été évités depuis 50 ans grâce à la vaccination contre la rougeole. Donc c'est un progrès majeur. Est-ce que vous trouvez que l'État fait suffisamment son travail, les gouvernements successifs? Est-ce qu'ils rappellent suffisamment les chiffres, 4 millions de vies sauvées par an grâce à la vaccination? Ou politiquement, vous avez l'impression qu'ils sont un peu en retrait justement face à ces vaccino-sceptiques? C'est toujours très difficile. Là, on parle de deux choses. On va parler des vaccino-sceptiques, on va parler de la communication. La communication du ministère de la Santé est très complexe parce qu'elle doit couvrir énormément de choses. Moi, je suis expert en vaccination, donc c'est normal, je suis centré là-dessus. Mais voilà, il y a la problématique de la prévention des cancers, des préventions des maladies cardiovasculaires. Donc la vaccination, on est qu'une part évidemment importante, mais qu'une part. Il y a régulièrement des campagnes. Elles sont peut-être pas suffisantes parce que la communication, sans doute demain, doit être différente. Encore une fois, on revient de ce qu'on disait au début de l'émission. Les canaux de communication maintenant sont complètement différents. Doivent passer par d'autres voies. Pour toucher les plus jeunes, les influenceurs. Pas les grandes campagnes de communication comme on avait eu de faire. À la papa, comme vous le dites. C'est d'autres moyens qu'il faut sans doute. Mais en même temps, Jean-Daniel Lelièvre, parmi les plus sceptiques en France, c'est les plus âgés. Et comment vous l'expliquez ? C'est une question qui dépasse l'aspect purement médical et qui pour moi avait été importante, notamment lorsqu'on a fait le début de la vaccination contre la Covid, parce que je pense que les populations à cibler sont les populations âgées, mais évidemment qui ont une espérance de vie de plus en plus longue. De plus en plus longue. Et c'est plus important de vacciner quelqu'un qui a 65 ans, qui a encore 20 ans derrière lui, que quelqu'un qui a 95 ans, qui est en EHPAD et qui a plus besoin qu'on s'occupe de lui que l'on vienne de le vacciner, qu'on lui tienne la main, de voir ses petits-enfants, qu'on le vaccine. C'est humain. Tenez-moi la main, j'ai 63 ans, je dois me faire vacciner contre quoi ? Le Zona ? Le Zona. Eh ben voilà. Non, mais que les gens le sachent. Le Zona, c'est impératif. Alors, vous êtes encore un tout petit peu jeune, Elisabeth. Je voulais l'entendre. Les recommandations, c'est 65 ans, mais à 65 ans, on a on a maintenant vaccination contre la grippe, le Zona, diphtérie, tétanos, polio, le pneumocoque et passer 75 ans contre le virus de la bronchiolite. Le virus de la bronchiolite. La bronchiolite. C'est dit. Merci d'être venu évoquer la vaccinorésistance et les vaccins qu'on doit tous se faire en cette semaine européenne de la vaccination. Merci Jean-Daniel Lelièvre. On va passer à notre débat sur le Mali. La junte militaire qui avait pris le pouvoir en 2020, chassé les Français du pays et fait venir des paramilitaires russes, a subi ce week-end des attaques coordonnées de vraiment grande ampleur menées par des indépendantistes touaregs alliés aux djihadistes d'Al-Qaïda. La junte peut-elle être renversée par les islamistes? On en parle après la mise au point de Sandrine de la Gamine. Sandrine Le Calvez. Quand l'histoire se répète, Kidal, dans le nord du pays, est de nouveau sous le contrôle des indépendantistes touaregs et des groupes djihadistes. Une offensive suivie du départ précipité à bord de ces camions des soldats russes qui avaient aidé l'armée régulière à reprendre Kidal en novembre 2023. Depuis samedi, le Mali a replongé dans une grave crise sécuritaire. Pendant 2 jours, les Touaregs du Front de libération de l'Azawad et des djihadistes affiliés à Al-Qaïda ont mené des attaques coordonnées sans précédent jusqu'aux portes de Bamako. Encore, ça continue. Sur ces images, des hommes armés circulent à Kati, à 15 km de la capitale. La junte au pouvoir assure néanmoins que la situation est désormais sous contrôle. L'objectif de l'ennemi était de conquérir le pouvoir. J'invite la population à ne pas céder à la panique. Mais l'inquiétude est bien là, d'autant que le ministre de la Défense, Sadio Camara, a été tué dans une attaque à la voiture piégée chez lui près de Bamako. Je condamne amèrement cette attaque contre un enfant du pays. Sadio Camara, formé en Russie, avait orchestré le départ du Mali des forces françaises en 2022 au profit des forces russes. Il avait favorisé le rapprochement entre Vladimir Poutine et le chef de la junte, le général Assimi Goïta, très discret ces derniers jours.
Les combats entre l'armée et les djihadistes associés aux Touaregs inquiètent toute la région, comme ici au Sénégal. Si le Mali tombe, écoutez, c'est tout le Sahel qui va suivre, ça va avoir des répercussions incalculables. Alors, presque 4 ans après la fin de l'opération française Barkhane, le Mali risque-t-il de tomber aux mains des islamistes alliés aux indépendantistes Touaregs? La junte au pouvoir est-elle en train de vaciller au risque de déstabiliser tout le Sahel? Nos 3 invités pour ce débat, Djenabou Cissé, bonsoir. Vous êtes chercheuse associée à la Fondation pour la recherche stratégique. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité au Sahel. Selon vous, les attaques de ce week-end sont d'une ampleur inédite, avec une grande coordination. Mais, ajoutez-vous, la principale faiblesse des groupes djihadistes, c'est qu'ils n'ont pas réellement la capacité, en tout cas pas encore, la capacité de prendre le pouvoir. À côté de vous, Patricia Lémonière, bonsoir. Grand reporter, spécialiste des questions internationales. Vous avez publié Géopolitique du Sahel au PUF. Et selon vous, avec la pression constante des djihadistes au Mali et sur d'autres pays de la région, comme le Burkina Faso, il y a le risque d'un Sahélistan. Cela peut s'appuyer sur le mécontentement des populations face aux élites, a priori corrompues. Et à côté de vous, le général Trinquant, Dominique Trinquant, bonsoir, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Vous avez publié un essai d'un monde à l'autre, et vous considérez que l'un des faits marquants lors de cette offensive qui a eu lieu dimanche, c'est la chute de la ville de Kidal que les Russes de l'Africa Corps ont évacuée sans combattre, après avoir conclu un accord. C'est une vraie défaite stratégique pour la Russie au Sahel. Et on va démarrer le débat avec la carte du jour. La carte des attaques conjointes, donc des rebelles Touaregs du Front de libération de l'Azawad, FLA, et des djihadistes du GSIM, pour groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, groupe affilié à Al-Qaïda. Plusieurs villes, regardez, ont été ciblées ces derniers jours, y compris des quartiers proche de la capitale Bamako. Patricia Lémonière, ce qui est nouveau, c'est que c'était une attaque coordonnée sur peu de temps, qui est sans précédent depuis bien longtemps. Ah oui, les dernières attaques majeures, effectivement, remontent à plus de 10 ans, quand effectivement les djihadistes descendants de Kidal et du Nord étaient arrivés avait dépassé Sévaré, que vous voyez là, il était arrivé aux portes de Mopti, pratiquement, et c'est là où l'armée française et le président Hollande avaient déclenché l'opération qui n'était pas encore Barkhane, mais qui s'appelait Serval à l'époque. Djenabou Cissé, comment expliquez-vous une alliance entre des groupes qui, semble-t-il, n'ont pas du tout les mêmes buts de guerre et la même vision civilisationnelle que sont les indépendantistes Touaregs et les djihadistes islamistes ? C'est une alliance qui est inédite pour la communication, puisque c'est la première fois en fait qu'ils officialisent cette alliance. En revanche, c'est une alliance qui a des racines historiques, puisque déjà en 2012, AQMI et le MNLA s'étaient alliés. Et surtout, il y a énormément de liens de solidarité ethnique, tribale et familiale entre les groupes armés signataires, donc les groupes qui ont signé les accords d'Alger, dont faisait partie le MNLA, et puis maintenant le FLA, qui est un peu le successeur le Front de libération de l'Azawad. Tout à fait. Voilà. Et les groupes djihadistes. Donc en fait, il y a déjà eu des liens, des opérations conjointes, des liens de coordination logistique, et il y a eu un accord notamment l'année dernière entre le GNIM, donc le GSIM, et le FLA. Donc rien de nouveau en termes d'alliance, si ce n'est cette communication. Et donc, c'est en cela qu'il faut bien garder cela à l'esprit. Oui. Général Trinquant, tout de même, la junte était déjà sous pression d'un blocus depuis 6 mois des djihadistes sur les convois de carburant. Mais là, on est passé à un stade supérieur dans l'offensive. Oui, bien sûr, on est passé à un stade supérieur, d'abord dans l'utilisation des moyens, dans leur coordination. Et même si les objectifs sont très différents, il faut rappeler que le FLA, c'est surtout territorial, c'est l'indépendance de l'Azawad, alors que l'autre, c'est... L'Azawad, ça regroupe large territoire, le nord du Mali, c'est ça. Alors que le mouvement djihadiste, lui, c'est plus idéologique. C'est l'instauration de la charia, notamment. De la charia. Donc il y a une alliance de circonstances pour que les forces se joignent et arrivent à frapper partout en même temps. Et partout en même temps, avec une conquête extrêmement rapide de Kidal. Pour la suite, on va voir. Pour l'instant, Bamako
et il y a un blocus autour de Bamako. Il y avait déjà eu un blocus autour de Bamako, mais là, on sent qu'on est à un stade différent et que ça pourrait avoir vraiment des répercussions importantes sur la bascule du régime au Mali. Kidal, c'est une ville clé, Patricia Lémonière. Kidal, c'était la seule vraie réussite de la junte qui a pris le pouvoir à Bamako. En 2020. En 2020. C'est vous savez, Kidal... Dans quel sens la seule vraie réussite? Alors, je vous explique. Kidal, c'est un symbole. C'est le symbole de l'unité du pays, de l'unité nationale. Et la junte avait justement dit, les Français nous ont empêchés de reprendre Kidal. Nous allons reprendre Kidal. Et avec l'aide des supplétifs russes, effectivement, ils ont réussi à reprendre Kidal. Et ça avait été vanté. Et c'était populaire au sein de toute la population du Sud, qui reste attachée à cette unité. Donc là, c'est une défaite en fait majeure pour les militaires qui ont pris le pouvoir à Bamako, parce que c'est vraiment sur cette unité territoriale qu'ils basaient leur demande et leur appel au soutien russe. Et là, ils sont mis en échec. Et j'ai envie de dire, pour reprendre ce qui était dit précédemment, il y avait ce blocus avant, mais ce blocus était économique essentiellement. Il était là en place depuis finalement plus d'1 an. Et les attaques de Bamako, il y a déjà eu des attaques à Bamako. L'aéroport a été attaqué il y a 1 an. Là, ce qui était extraordinaire, c'est qu'on a eu 3 bases militaires quand même attaquées au même moment. Jenna Boussissa, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur l'attitude de la population? Est-ce qu'ils sont, les Maliens, pro-djihadistes et Touaregs, ou encore en soutien à la junte? On a du mal à le cerner. Oui, c'est une question qu'on pose beaucoup, et en fait la réponse n'est pas facile parce qu'elle n'est pas binaire. À Bamako, historiquement, c'est le centre du pouvoir, c'est la capitale. Les populations sont très peu acquises aux causes des groupes armés, que ce soit les groupes du Nord ou les groupes djihadistes. Et même plus largement dans le sud du pays, même si on observe quand même une influence croissante du JNIM ces dernières années dans le sud, c'est quand même des populations qui ne sont pas aussi acquises aux causes djihadistes. Dans les populations rurales, la situation est un peu plus contrastée. On parlerait plutôt de complicité passive, puisqu'il n'y a aucun symbole étatique, aucune présence étatique. C'est ce qui d'ailleurs a permis l'expansion de ces groupes. C'est parce qu'il y a un vrai vide de gouvernance et aucune présence de l'État qui permet la pénétration de ces groupes. Et donc en fait, les populations sont mises devant un choix entre c'est soit se soumettre, soit risquer la mort souvent. Donc voilà, je n'irai pas non plus jusqu'à dire que les populations sont entièrement acquises aux causes djihadistes, mais je parlerai peut-être plus de complicité passive et aussi de recrutement qui sont favorisés par la marginalisation des communautés, en particulier les communautés peules. Oui, recrutement, et on leur donne en l'échange du recrutement du travail, de l'argent pour faire vivre les familles. Alors, l'histoire bégaye en ce qui concerne le Mali. Le Mali avait déjà fait face à une attaque de djihadistes de grande ampleur, vous l'avez évoqué tous les trois. Retour, grâce à notre archive, en janvier 2014, quand le président malien de l'époque fait appel à l'aide de la France et à François Hollande. La destruction à Tombouctou de mausolées de saints musulmans inscrits au patrimoine mondial de l'humanité par les islamistes du groupe armé Ansar-Dine suscita une vive émotion partout dans le monde. Mais c'est l'offensive le 11 janvier dernier de groupes islamistes sur Bamako qui poussa la France à intervenir au Mali. Quelques jours suffirent à l'armée française pour stopper l'offensive et reprendre Gao, le fief des extrémistes. 8 mois après l'intervention Serval, des élections libres ont lieu dans le pays. Ibrahim Boubacar Keïta est le nouveau président du Mali. Général Trinquant, aujourd'hui l'histoire bégaye certes, mais la France donc est partie en 2022. Ce sont les Russes qui sont arrivés, mais en même temps là, les Russes, ils ont aussi quitté les zones djihadistes. Ils ont quasiment fui. Comment vous l'expliquez? Alors d'abord revenir sur Serval 2 minutes. C'est à la demande du gouvernement que Serval était intervenu, qui avait arrêté les djihadistes, qui n'avait pas complètement neutralisé les djihadistes parce qu'il les avait arrêtés plutôt que d'aller chercher, j'allais dire, plus au nord. Mais comme cela a été dit, il n'y a pas eu de mise en place d'un gouvernement vraiment dans ces zones-là. Préfecture, police, école, etc., etc. Et donc, le terreau est resté favorable à une opposition. Il y a eu un coup d'État à cause de cet échec politique, en fait. Et ce coup d'État
a demandé aux Français de partir. Tout simplement, il faut se souvenir que tous ces pays du Sahel, après leur indépendance, étaient très liés à Moscou. Et donc, vous aviez beaucoup de gens qui avaient été formés à Moscou et qui ont pris le pouvoir. Et prenant le pouvoir, ils ont dit les Français dehors, on remplace par les Russes. Sauf que les Russes, ce sont des mercenaires. C'était d'abord Wagner, maintenant c'est l'Africa Corps, et qui est en fait une garde prétorienne, mais qui n'a pas vraiment la volonté de combattre. Et on l'a bien vu à Kidal, où il y a eu un accord. Ils sont partis sans combattre. Et aujourd'hui, d'ailleurs, sur les réseaux russes, une grande critique de l'armée malienne. Donc, pour des alliés, c'est quand même, ça peut être discutable. On va évoquer donc avec vous trois et avec Anna l'Africa Corps. Qui sont ces paramilitaires russes? Moscou est présent en Afrique, vous l'avez dit, grâce à ce groupe paramilitaire Africa Corps qui a été créé en 2023 sous la tutelle du ministère de la Défense russe. Groupe qui a remplacé l'autre groupe Wagner après la disparition de 2 de ses fondateurs. L'objectif d'Africa Corps, il est très clair. Je cite, mener des opérations militaires à grande échelle sur le continent pour soutenir les pays qui veulent se débarrasser de la présence néocoloniale et acquérir leur pleine souveraineté. Alors le groupe s'est très vite déployé au Burkina, en Libye, au Soudan, au Niger, puis enfin au Mali à partir de 2025. Africa Corps devient le bras armé de la junte au pouvoir avec 2500 soldats, dont la majorité, 80% à peu près, sont des anciens de Wagner. Et ils fournissent bien évidemment du matériel militaire en grande quantité. Plusieurs images, on va les voir, révèlent d'ailleurs une livraison fin mars de plusieurs types de blindés chinois et russes au Mali, preuve du renforcement de leur présence militaire dans le pays. Et ça n'a pourtant pas empêché leur déroute et leur capitulation à Kidal, donc ville qui a été sous le commandement des Russes depuis 2023. Après la signature de cet accord dont vous parliez avec les rebelles, dimanche dernier, 400 membres de l'Africa Corps ont été évacués, on le voit ici, vers le nord du Mali par les combattants Touaregs, avec obligation de quitter le pays par leurs propres moyens. Patricia Lémonière, est-ce que la signature de cet accord par les Russes avec ces rebelles Touaregs, c'est la preuve, c'est une trahison pour la junte malienne au pouvoir? Alors, les rapports entre les deux n'étaient pas au beau fixe. Parce que la junte malienne, en particulier le ministre de la Défense, qui était en fait l'artisan de l'arrivée russe à Bamako, puisqu'il avait fait une partie, il était en formation en Russie quelques années plus tôt, eh bien, lui, il voulait garder Wagner. Il ne voulait pas de cet Africa Corps qui dépendait du ministère de la Défense, du FSB, qui était structuré avec une chaîne de commandement. Avant, quand il y avait Wagner, en fait, c'était des hommes de poing, de coups de poing. Ils faisaient des opérations qu'ils décidaient sur le terrain avec des exactions qu'on a vues au Mali. Ils menaient des opérations coups de poing. Depuis qu'il y avait l'Africa Corps, eh bien, tout devait remonter, la décision centrale devait remonter à Bamako, voire même à Moscou. Donc, c'était une machinerie beaucoup plus lourde. Les Russes se plaignaient des Maliens qui ne savaient pas se battre sur tous les réseaux sociaux. Et quant aux Russes et quant aux Maliens, eux, ils se plaignaient d'être considérés comme des esclaves, avec ce côté méprisant que peuvent avoir les Russes. Mais ce que j'ajouterais, c'est que le fond du problème, il réside vraiment dans les marges dans ces pays-là. C'est-à-dire les populations situées aux marges, qui ont été totalement délaissées durant des années, avec le pouvoir central qui faisait des opérations parfois coup de poing pour les mater, et ils se sont retrouvés exactement dans cette même situation aussi. Donc on a beaucoup plus une révolte des marges utilisé par les djihadistes qu'un mouvement djihadiste qui est tombé tout droit d'Algérie et qui s'est répandu comme des métastases. Djenabou Cissé, il y a aussi le ministre de la Défense, qui est un homme clé, qui a été un homme clé dans le rapprochement avec Moscou, qui a été tué dans un attentat. Ça, c'est important dans ce qui est en train de se passer. Oui, tout à fait. En fait, les groupes sont parvenus à frapper en plein cœur du pouvoir. Et c'est la meilleure preuve de l'échec de la stratégie du pouvoir, puisque en fait, ce qui a été choisi, privilégié par la junte, c'est une stratégie du tout sécuritaire. Donc, s'allier aux Russes parce que ce qu'ils vendent, leur marque, c'est la sécurisation de régime, les gardes prétoriennes, comme ça a été évoqué, mais aussi les livraisons d'armement. Il y a eu une dizaine de livraisons d'armement rien que l'année dernière, de la formation militaire. Mais en fait, les principaux facteurs d'expansion de ces groupes, c'est les défauts de gouvernance, c'est les défaillances socio-économiques et non pas des facteurs purement sécuritaires. Donc c'est pas à coup de drone ou même à coup de mercenaires qu'on peut
gagner cette guerre, entre guillemets. Général Trinquant, la junte, elle peut tomber du jour au lendemain. Alors on a vu Assimi Goïta, le président malien, il a reçu l'ambassadeur de Russie, donc il y a encore ce soutien, mais en même temps, le Niger et le Burkina Faso qui devaient intervenir ne sont pas intervenus au secours de la junte. On dit qu'elle ne contrôle aujourd'hui que 30% du territoire. Donc elle est extrêmement fragilisée. Oui, bien sûr. Alors il y avait une alliance entre les pays du Sahel et le Mali en passe de tomber, rien ne se passe. Le Niger et le Burkina Faso, en fait, sont très inquiets pour eux-mêmes. Je rappelle qu'il y a eu une opération importante au Niger, et puis que le Burkina Faso, les 3/4 du pays sont tenus par des djihadistes. Donc ils sont très inquiets. Il y a quand même une force armée de 5000 hommes autour de cette alliance des États du Sahel. Ils auraient peut-être pu intervenir. Aligner des chiffres sur des papiers, c'est pas très compliqué. De coordonner une armée, c'est un autre sujet. Or là, effectivement, il y a des chiffres qui ont été alignés. Il y a beaucoup de communication qui est faite dans ces pays-là et peu de choses en réalité sur le terrain. Juste un mot, le ministre, le général Camara qui a été tué, c'est un attentat suicide dans Kati. Kati, c'est une ville au nord de Bamako qui est le centre du gouvernement. Et donc, c'est absolument incroyable qu'une attaque ait pu avoir lieu là-bas. On pense que le chef du renseignement a également été soit mort, soit grièvement blessé. Enfin, il y a vraiment une capacité de renverser. Alors Bamako, c'est un autre sujet. C'est pour ça qu'il y a un blocus autour de Bamako au bout d'un moment. Il tombera peut-être comme le fruit mûr, mais je pense que le Niger, comme le Burkina Faso, doivent être très inquiets. Il faut craindre cette extension. Certains parlent de Sahélistan, même d'instauration d'un califat, dans les hypothèses les plus dramatiques. Le mot sahélistan, c'est plutôt l'instauration, effectivement, d'une gouvernance djihadiste qui est à craindre dans cette région-là. Il faut voir que le Burkina Faso est dans très mauvais état. Il est aussi... les 3/4 du pays échappent à la maîtrise du gouvernement. Quant au Niger, qui a une armée qui est un petit peu plus solide, il ne tient pas très bien. La preuve, l'aéroport de Niamey a été attaqué il y a quelques mois, et les djihadistes, avec 3 pick-up, etc., ont réussi à tenir l'aéroport pendant un certain temps. Donc ça montre bien la fragilité extrême de ces régimes, et surtout, ils n'ont pas réussi à construire une armée. Et c'est vraiment chaque fois le problème. Il n'y a pas de construction nationale d'une armée parce qu'il n'y a pas tout simplement de sentiment national. Il y a une difficulté à avoir une émergence. Et imaginez-vous ces pays qui avaient passé des accords avec les Russes. Contre les autres pays de la région qui sont eux aussi menacés, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana, enfin tous sont menacés par cette menace djihadiste. Quand ils voient l'allié russe qui regarde pratiquement ailleurs au moment où il y a plus de 2500 hommes qui étaient là et qui devaient l'aider, regardent pratiquement ailleurs. Ils regardent d'un seul coup l'Iran, ils regardent d'un seul coup le Venezuela, ils regardent tout ce que l'alliance russe promet et ne fait pas. Et ne tient pas. Et donc c'est un coup, à mon avis, très dur, encore porté à l'image de la Russie. Alors on parle justement des Russes. La France a-t-elle perdu toute influence au profit des Russes? Écoutez la réponse du ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, qui était d'ailleurs en visite officielle au Togo il y a 3 jours. Il ne faut pas se laisser intoxiquer par la propagande qui circule sur les réseaux sociaux. Comparer la présence de la France et de l'Union européenne d'ailleurs sur le continent, que ce soit en matière d'investissement, d'échanges commerciaux, de soutien à l'Union africaine ou d'étudiants des pays africains qui sont accueillis dans nos universités, il n'y a aucune comparaison entre la contribution de la France et de l'Union européenne au développement du continent et celle de la Russie. Jenna Boussissé, qui peut aujourd'hui jouer un rôle dans ce qui est en train de se passer? La France, l'Union européenne, les États-Unis aussi veulent être présentes. Qui a une influence réelle? C'est une question difficile. Et vous n'avez pas 4 heures. C'est ça. Ouais. Qui a une influence réelle? Encore une fois, la solution, elle est dans la crise, dans la résolution de cette crise de gouvernance. Donc, les soutiens extérieurs ne peuvent être que limités structurellement. Spectateurs aujourd'hui, même les pays africains. Il faut restaurer ce lien entre l'État et les populations. Et ça, c'est une entreprise qui prend du temps. Et ça passe aussi par une économie. Ça passe aussi par une économie. Maintenant, oui, il y a énormément d'acteurs extérieurs qui essayent de se positionner. Les États-Unis font un retour en force avec justement une proposition d'offrir un peu ce qu'ils ont fait en RDC, donc d'offrir des services de sécurité en échange d'un accès aux ressources minières, avec aussi une approche qui se veut très transactionnelle, toujours trade, not aid. Sécurité contre bénéfice. Il y a les Turcs aussi, dont on parle peu, mais qui ont une stratégie
très multidimensionnelle, puisque c'est bien sûr la diplomatie du drone avec la fourniture des drones TB2 et A15I, mais il y a également de la diplomatie religieuse, il y a également donc de l'aide humanitaire. On dit que certains mercenaires turcs sont impliqués également dans la garde prétorienne malienne. Donc les Turcs bénéficient d'une stratégie plus discrète et en même temps beaucoup plus multidimensionnelle, là où, à mon sens, la Russie a une stratégie très limitée, qui est très monosécuritaire et qui bénéficie surtout d'un volet informationnel extrêmement puissant, puisque derrière la Russie, le total des échanges économiques entre la Russie et le continent africain, c'est 20 milliards de dollars. Donc en comparaison, c'est plus de 280 milliards pour l'UE, 295 milliards pour la Chine. Donc c'est rien. Il ne contribue en aucun cas à l'économie du pays. Général Trinquant, on a intérêt, nous, la France, à tenter de se réinvestir. Alors, il y a toujours cette crainte d'attentat aussi sur notre sol. Est-ce que ça, la France peut le faire? Elle en a encore la force et la capacité diplomatique. Le premier point, il faut regarder et attendre. Pourquoi ? Parce que, on le disait, les réseaux sociaux se déchaînent contre la France en prenant le prétexte de la colonisation, en oubliant complètement le racisme des Russes en Afrique. Donc je pense qu'il faut laisser retomber les choses et que les pays africains d'eux-mêmes reviennent. Le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, tous ces pays-là se rapprochent de la France parce qu'ils savent que la France peut les aider de façon beaucoup moins visible que ce qu'elle a fait au cours de l'opération Serval ou Barkhane. Parce que là, c'était très visible et donc ça offre forcément une prise à la contre-propagande. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus débattre et nous faire mieux comprendre tous les enjeux maliens et pour la région et le continent. Merci infiniment. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Mauduit et Marie Bonisseau. 2516 ans après le marathon de Claes, un homme est entré dans la légende dimanche à Londres en moins de 2 heures. Et en France, la stérilisation des œufs de goéland crée la polémique. Mais d'abord, mot vedette du jour, livreurs. Les livreurs à roulettes, les livreurs à vélo, les damnés de la terre du 21e siècle se rebiffent. En France, c'est entendu. Grâce aux livreurs. La santé des livreurs à vélo. Des livreurs qui défendent leurs droits. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Livreur, du latin liberare, libérer au sens de libérer un bien de la possession de l'un pour le confier à l'autre, désigne une personne qui amène à domicile camelotes, denrées ou repas. Le 23 avril, une plainte contre 2 plateformes pour traite d'êtres humains a été déposée par 4 associations d'aide aux livreurs de repas. Elles attaquent au pénal ces champions américains du miam-miam livré rapido à une vaste clientèle de patates de canapé, accusés, selon leur avocat, de fonder leur business model sur l'exploitation d'une main-d'œuvre très précaire, en partie immigrée dans des conditions de travail indignes pour des revenus de survie. Une étude révèle que les 70 à 100 000 livreurs de France, à 98% nés à l'étranger et à 64% sans titre de séjour, s'échinent en moyenne 63 heures par semaine pour 1 480 € bruts par mois. Certains parcourent 15 ou 20 km à vélo pour 3 misérables euros. Un job en vrai plomb, horaire dément, revenus pourris, santé précaire, racisme et accidents. Parce qu'ils sont sans papier, 76% des livreurs de repas sont obligés de louer un compte à un tiers, auquel ils reversent 528 € par mois, et sont sans couverture en cas de gamelle ou de pépins de santé, dont l'un des moins avouables est faiblesse sexuelle. 12 heures d'affilée sur une selle, sans siège adapté, les testicules sont écrasés. Mais l'esclave contemporain redoute un ennemi encore plus vicieux, le management algorithmique. Mi-tambour, mi-fouet, l'outil d'OPALIA distribue les courses selon d'obscurs critères performatifs, surveille les livreurs et évalue leur mission, à laquelle tout manquement est puni de déconnexion. Pour eux, une seule prière, Seigneur, délivre-nous d'Uber. Excellent, Monsieur Nolte. Marie Bonisseau, cuicui, ça c'est pour tout à l'heure. Et vous, cher Xavier, oui, c'est quoi le cri du goéland? Goéland, ouais. On va voir. Et vous, Xavier, eh ben, écoutez, non mais un record historique. Oui. Pour la première fois, un marathon a été remporté en moins de 2 heures, 1h59 et 30 secondes. C'était à Londres dimanche, c'est un Kényan qui a gagné, il s'appelle Sebastian Sao, et il a remporté donc le marathon de Londres, et vous allez nous raconter une histoire de petite foulée. Oui, allez, on y va en petite foulée, parce que plus je ne pourrais pas.
le 15 septembre 1894, Elisabeth. Alors qu'il séjourne en Suisse, dans le canton de Vaud, le linguiste Michel Bréal prend le temps de répondre à Pierre de Coubertin. Il répond à une lettre, en fait, qui l'invite à participer au comité olympique, parce que ce comité a été fondé quelque temps plus tôt à Paris pour promouvoir l'amateurisme dans le sport et évidemment renouer avec les Jeux olympiques, ceux de l'Antiquité, la Grèce antique, etc. Et ça, c'est vraiment la mission de Pierre de Coubertin. Il a 31 ans, Pierre de Coubertin, à ce moment-là. Il déploie toute son énergie, contacte les grands noms de son temps, dont Michel Bréal, donc 62 ans, un professeur à l'école pratique des hautes études et professeur au Collège de France, qui accepte. Youpi, c'est la joie. Et dans sa réponse, Michel Bréal avance une petite idée. Il dit, écoutez, vu que ça va avoir lieu à Athènes, cette histoire-là, ce serait pas mal d'organiser une course qui va de marathon à la colline de la Pnyx, donc à Athènes. Ça aurait une saveur antique, écrit-il. Et quelle était cette course, Xavier? Alors, à la fin du 19e siècle, donc au temps de Michel Bréal et de Pierre de Coubertin, cette histoire-là était racontée comme celle d'un soldat grec, Philippides, qui aurait couru de la bataille de Marathon jusqu'à Athènes pour annoncer la victoire des Grecs contre les Perses et qui serait arrivé en disant on a gagné, il serait mort, il serait effondré et tout ça, les fesses à l'air bien sûr, c'est étonnant. Alors en réalité, ici, il se passe un mélange de deux histoires. Déjà dès l'Antiquité, le mélange a lieu. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez effectivement Philippides, mais qui court d'Athènes à Sparte pour demander de l'aide, 220 km. Vous avez une autre histoire d'un certain Euclès qui, lui, court de Marathon à Athènes, une quarantaine de kilomètres. Le vrai héros, Elisabeth, c'est Philippides. 220 km, les érections de statues, c'est pour lui. Et l'autre, bon, on laisse un peu de côté. Sauf qu'au fil du temps, il vient de demander de l'aide, c'est moins classe qu'à annoncer une victoire. Donc, vous voyez, on mélange les noms, etc. Et ça fait que le pauvre Philippides, qui avait couru ses 220 km, il en court plus de 40. Et Michel Bréal, à la fin du 19e, il dit 40, c'est bien pour faire une course. Bonne longueur. Voilà, bonne longueur. De statue. Et c'est ainsi donc que le premier marathon est couru en avril 1896 avec un héros absolu, parce qu'en plus il est en costume traditionnel, Spyridon Louis, qui remporte ce marathon. Alors, en 2h58 et une poignée de secondes, mais attention, la distance, c'est un peu moins de 40 km, c'est à peu près 38. Il faut attendre les Jeux Olympiques de Londres en 1908 pour que la distance change. Parce que les coureurs partent du château de Windsor et ils doivent arriver au White City Stadium, mais ils doivent arriver pile devant la loge royale. Donc on pousse un peu le truc et ce qui arrive donc aux 42 km 195 que nous connaissons aujourd'hui. Enfin, à ce moment-là, vu qu'on est dans le monde britannique, on utilise comme mesure les 26 miles, 385 verges. Oui, verges. Oui, aujourd'hui, oui. on dit garde, mais c'était des verges. Et avouez que c'est beaucoup mieux pour l'érection des statues. Et voilà. La boucle est bouclée. Et ben voilà, et sans commentaire. Alors, à Saint-Malo, dans plein de villes côtières, Bretagne et Normandie, la stérilisation des goélands va commencer et elle crée la polémique. Mais oui, ça y est, c'est reparti pour cette routine du printemps un peu particulière. Les goélands donc, ont pondu dans leur nid qu'ils ont installé en ville, notamment à Saint-Malo, sur les toits. Les Malouins et les Malouines que ça dérange ont jusqu'à ce jeudi pour prévenir la municipalité et dénoncer le nid de goélands qui est au-dessus de leur tête. Ensuite, pendant le mois de mai et pendant le mois de juin, il y a les services de la ville qui vont passer de nid en nid avec des drôles d'oiseaux, avec des drones. Des drones qui transportent des bidons avec de l'huile de colza ou de tournesol à l'intérieur, des bidons qui vont renverser sur les petits œufs de goélands. Mais oui, parce que ça bouche les pores de ces œufs et ça empêche le développement des poussins. Voilà, c'est comme ça de nos jours. Oui, on stérilise comme ça les goélands. Alors, avant les drones, on y allait avec une échelle et un pchit, mais c'était le même concept. L'année dernière, à Saint-Malo, il y a un peu plus de 1400 œufs qui ont été stérilisés, d'après les chiffres du Monde. Ça coûte 50 000 € à la ville, cette opération, c'est beaucoup. Mais c'est le premier réflexe, en fait, des mairies pour calmer les habitants qui sont courroucés par plein de choses. Les fientes, déjà, de goélands. Les vols de churros aussi. Un goéland de churros, des beignets, de beignets, de douce. Les goélands, c'est très, très intelligent. Il y a quelques années, des scientifiques à Bristol, où il y a des goélands aussi, ils avaient montré que les volatiles avaient réussi à comprendre l'heure du déjeuner et du goûter des enfants pour mieux les racketter. Et en plus, un goéland, c'est une mouette, mais c'est le cousin de la mouette. C'est plus grand, c'est plus solide. gros. Ça fait peur, ça peut faire 1,60 m d'envergure au maximum. Et puis, enfin, il y a évidemment le boucan que ça fait. Plusieurs goélands qui disputent. D'ailleurs... La mer, quoi. Ouais, mais c'est fort. Et c'est toute la journée. Goéland,
Ça vient du breton goéland, qui veut dire pleurer. Et on comprend pourquoi. Bon, pourtant, malgré toutes ces nuisances, racontent nos confrères du Monde, il y a certaines villes, depuis peu, qui essayent de changer les mentalités anti-goélands. D'abord parce qu'on s'est aperçu que cette méthode de la stérilisation, ça ne marchait absolument pas, rapporte un élu de Douarnenez, où on a arrêté de stériliser les goélands depuis 2 ans maintenant. En fait, ça faisait que déplacer le problème, c'est ce qu'il explique. Et puis parce que, paradoxalement, ces goélands qu'on entend jacasser en ville depuis les années 80, eh ben, en fait, ils sont en déclin au niveau national et c'est même une espèce protégée. Alors, que disent les associations comme la Ligue de protection des oiseaux? Elles disent qu'il faut les laisser tranquilles. Et puis, en fait, c'est à nous, en ville, de mieux gérer nos déchets parce que c'est ça qu'ils viennent chercher. À Douarnenez, il y a carrément des cafés goélands, j'adore le nom, qui ont été organisés avec les riverains pour essayer de sensibiliser à cette question. Et à l'arrêt de la stérilisation, il paraît que les plaintes pour nuisances ont été divisées par 3. Comme quoi, ça marche. Une cohabitation avec ces grands oiseaux serait possible. Je termine avec l'avis que j'adore de Lily Hector, vendeuse de sucreries à Saint-Malo, qui a expliqué au Monde que oui, chaque jour, il y a 5 ou 6 touristes qui se fait voler son beignet. Mais elle dit, c'est pas grave, on les refait, les beignets. Oui, puis on les offre. Non, elle dit pas ça, peut-être. Si. Bon, en tout cas, vous avez déclenché un mouvement touristique vers Douarnenez et Saint-Malo pour le week-end prochain, là, c'est sûr. Café Goéland. C'était lent et rapide à la fois, c'était trop court. Merci, à demain, 20h05. Tchuss.